Alors, nous sommes prêts pour notre prochaine conférence. Je pense que vous allez l'aimer, celle-là, parce qu'on va toucher le côté plus humain dans les organisations. De nos jours, on doit tout le temps faire beaucoup plus avec moins. Les collègues sont fatigués, les collègues sont stressés. Et cette conférence va nous expliquer comment trouver la simplicité dans la complexité pour éviter une agilité médiocre. C'est un habitué de l'Agile Tour. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement M. Dave Jacques. Merci. Wow, c'est une première, ça, d'être présenté comme ça. Cool. Allô? Hey, c'est le fun. Je m'attendais qu'il y ait vraiment plus de place libre. Et finalement, vous êtes quand même bien étendu dans les tables. Si jamais le goût vous en venez d'aller plus dans le milieu, n'hésitez pas. De cette manière-là, ça va juste que je vais mieux vous regarder plutôt que de faire l'intense mouvement. Donc, pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple? Hey, ça sonne tellement bien, ça sonne de quoi d'intéressant ou de enfin la recette magique. Peut-être pas, mais peut-être. C'est peut-être des choses. Donc, des fois, je me demande, là, quand je suis en clientèle en tant que coach agile, j'aide-tu vraiment? Là, je me dis, OK, j'arrive avec des méthodes, j'arrive avec des façons de faire, j'accompagne les gens. Et je me dis, coudonc, je fais-tu quelque chose? J'aide-tu vraiment? J'ai l'impression un peu que, justement, même si j'aide les gens, il faut toujours faire plus avec moins. Il y a plus de problèmes de jour en jour. Le travail est toujours plus grand que la capacité. Ça fait 3 conférenciers qui le disent, ça doit être vrai. Stress, fatigue, motivation, où est-ce qu'on en est un peu dans tout ça? Et là, je me sens un peu avec mon petit pack-sac dans la brume et je fais, m'en va là-dedans. Je suis à la bonne place. Alors, l'invitation que je vous fais aujourd'hui, je vous amène un peu dans mon monde, de dire, ben, ça veut dire quoi d'être un peu dans la tête à Dave et de voir un peu le monde de ma manière. Donc, on va observer ça, je vais vous partager, puis je vais essayer de voir comment on pourrait simplifier certaines choses ensemble. Simplifier, bien sûr, selon ma perspective. Vous me connaissez peut-être un peu, je suis un peu challengeant. On verra un peu qu'est-ce qui sera présenté sur ça. Première simplification pour aujourd'hui. Simple, pas simple. Lâchez-moi le compliqué, complexe, chaotique, qu'est-ce que vous voudrez, là? Puis là, peut-être que Dave Snowden va apparaître puis il ne sera pas content. Pour la simple et bonne raison que, dans ma conférence, ce n'est pas nécessaire d'aller la distinction entre compliqué, complexe, chaotique et autres. Vous allez m'entendre, je les utilise un petit peu de façon un petit peu différente. C'est pas nécessaire que ce soit précis pour aujourd'hui. Donc, c'est simple ou c'est pas simple. Donc, première chose que j'observe, c'est qu'on est extrêmement réactif. En général, problème, solution. On est excellent, surtout si vous êtes en TI, à créer des solutions. Et donc, on carbure, en fait, à ça. C'est qu'on en veut et on dit, il n'y a pas de problème que je ne suis pas capable de gérer. Et là, bien, on accumule. Et on vient un peu, justement, réactif à cette situation-là. Et donc, on devient bon à être réactif. Mais en fait, l'histoire se répète. Qu'est-ce qui se répète? Bien, dans nos transformations agiles, là, ça fait quand même quelques années, là, on a eu des beaux historiques depuis ce matin. Bien, on parle encore de rôle et responsabilité. On parle encore de la mêlée quotidienne qui prend plus que 15 minutes. Come on, on est rendu en 2024, c'est encore le même problème. Et je veux dire, c'est toujours bien pas parce qu'ils n'ont pas eu de formation qu'on n'a pas expliqué. On a fait tout ça, c'est tout dans mon petit pack-sac. Puis là, on me dit, ben oui, mais Dave, mon contexte est spécial et tout, et là, il faut adapter selon. Puis là, je fais, voyons, il me semble que c'est clair. Dans ma tête, c'est clair, mais ça, je me dis peut-être que dans ma perception, la manière dont je le vis, je l'ai vécu de façon différente. Mais cette histoire-là, je suis un peu tanné qu'elle se répète. J'ai un peu l'impression que je n'aide pas en essayant de réadresser la chose de la même manière. Puis en fait, qu'est-ce qui se passe derrière un peu tout ça? C'est qu'on répond au pas simple avec du pas simple. On se dit, bien nécessairement, nos problèmes sont de plus en plus compliqués. J'ai donc besoin d'une solution qui est plus complexe pour aller adresser qu'est-ce qui se passe. Alors là, vous me voyez venir probablement avec nos grands modèles qui disent, voici l'agilité organisationnelle, voici comment
deux, trois versions, et là, on se met à avoir des certifications très, très précises et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, on complexifie la patente un peu en disant, on essaie d'adresser le plus, mais on adresse le même problème, puis l'histoire se répète. Alors, on entretient qu'est-ce qui se passe. En fait, un des principes que j'ai découvert, c'est le principe de Hock. En fait, il dit, si on a des objectifs et des principes simples et clairs, ça donne lieu à des comportements complexes et intelligents. Donc, son point, il dit, si tu essayes d'amener quelque chose qui va être simple, tu vas avoir une réponse qui va être intelligente et complexe, qui va aller aider à adresser la solution en fonction de qu'est-ce qu'elle est. À l'inverse, si on a des règles et des normes complexes, ça donne lieu à des comportements simplistes et stupides. Alors, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que plus on va essayer de faire des règles et des façons de faire, en fait, notre réponse, plus elle est complexe, en fait, on devient juste submergé, puis on fait comme, on verra ce qui se passe. Ou on va essayer de tout comprendre, ou on va essayer d'aller, justement, trouver la manière de gérer les 48 exceptions. Bien, on va se mettre à faire un modèle qui, justement, qui est incompréhensible, qui va être borderline, un peu stupide. Alors, on vient court-circuiter, en fait, cette façon de faire-là. On est réactif, en fait. C'est qu'on se dit, j'ai un problème organisationnel, je dois avoir un éléphant qui répond à ça, parce que c'est gros. Et ça, on est entraîné à faire ça. Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien là, on se dit, bien là, comment je fais pour répondre à mes problèmes organisationnels si c'est de la complexité, puis je ne peux pas répondre à de la complexité? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai plein de réponses. J'ai un paquet de certifications, j'ai un paquet de formations. J'ai fait venir des conférenciers principaux m'expliquer plein de choses. Là, tu es en train de me dire que ça ne marche pas. Oui, il y a quelque chose. En fait, c'est qu'on aime ça, le pas simple. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe, c'est une habitude, c'est même une préférence. Pourquoi? Parce qu'on le valorise nécessairement. Si c'est plus complexe, tu es plus intelligent. Ça peut aller jusque-là. C'est un bel échappatoire. Ah, c'est tellement complexe, je ne peux pas toucher à ça. Combien de fois j'ai entendu ça quand on entend parler des RH ou autres, comme je ne veux pas toucher à ça. C'est trop difficile. Tantôt, on a parlé de l'infra. C'est encore nouveau. Je le vois, mais c'est pas facile. On touche ça avec des pincettes. Aussitôt qu'on touche à quelque chose qu'on n'est pas habitué, on se dit c'est trop complexe. Il n'y a rien qui répond à ça. J'ai des idées, mais prendre action, c'est autre chose. Ça nous permet, en fait, pas ça nous permet, mais ça filtre notre attention. Vu que c'est tellement complexe, on focus juste sur une chose, parce qu'on n'est pas capable de voir l'ensemble. On dit, il y a trop de choses. Je n'arrive pas à tout comprendre en même temps, donc je vais filtrer, m'occupe de mon équipe, that's it. Ça va marcher. Sauf que dans l'ensemble, l'histoire va se répéter. On va être encore au même endroit. Et on a bien entendu certains biais cognitifs, certaines façons qu'on voit le monde, certains schémas mentaux qu'on s'est faits. On a dit, c'est comme ça qu'on pense que la vérité est, ou mon expérience m'a dit que ça, c'est vrai, donc nécessairement, je passe à côté, je ne vais pas aller questionner. C'est bien trop complexe. Donc, en fait, une partie du problème réside dans le fait qu'on n'a pas une expérience concrète. Il y a eu une année, je ne me souviens plus quelle année, le mot qui était important, c'est « Oui, mais Dave, concrètement, l'agilité, c'est quoi? Concrètement, on va faire quoi? Concrètement, telle affaire. » Et en fait, c'est pas que les gens ne comprenaient pas, c'est qu'ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui allait se passer et comment on allait vivre ça. Et en fait, l'expérience concrète, en fait, elle était difficile à comprendre parce qu'on avait juste des idées de qu'est-ce qui se passait, on avait peu d'expérience. Et aujourd'hui, c'est encore un peu ça. Alors, mais qu'est-ce qu'une expérience concrète? Premièrement, en fait, en 3 étapes, elle est mentale, elle est émotionnelle et elle est physique. Quand on dit une expérience qui est mentale, pensez à traiter de l'information rationnelle, les faits, l'objectivité, jugement, faire des liens, des concepts. Tous nos beaux frameworks d'agilité tombent là-dedans. Ils sont utiles, ils sont là. Il y a même aussi vos croyances qui sont là. On aurait pensé que c'est peut-être un peu émotionnel. Non, ce sont des schémas mentaux. Vous croyez à quelque chose parce que vous avez eu une expérience, alors vous faites un postulat. Donc, de cette manière-là, vous vous faites une idée. C'est normal, et by the way, c'est très humain et c'est nécessaire de faire ces croyances-là. Il y a trop d'informations que notre cerveau gère.
Donc, on voit une expérience qui est mentale. On va adresser un problème, on va dire, je vais y réfléchir, je vais trouver une solution, et donc tout va bien aller. Il reste des parties à ça. Une expérience concrète qu'on dit émotionnelle, mais c'est tout aussi votre empathie, votre bienveillance, votre sensibilité, toute votre ouverture, la fameuse motivation d'être dans une équipe ou autre. Hein, on veut des gens qui ont envie de participer. C'est pas mental, c'est émotionnel. Alors ça, souvent, le framework, il ne l'adresse pas beaucoup. Ce framework, il va vous donner des 12 principes et des valeurs. Il va vous dire hey, « c'est cool ». Sauf que l'émotion, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on intègre beaucoup dans notre travail. De plus en plus, je l'entends de plus en plus. Toutefois, c'est souvent quelque chose qu'on a de la difficulté. Et elle est aussi physique, cette expérience concrète. Quand on dit prendre action, de l'engagement, hein, on en veut de l'engagement de nos équipes, elle est physique. Penses-tu que tu as confiance qu'on va y arriver? Ça vient d'ici. Ça vient carrément d'un centre d'intelligence qui nous dit « Mon gut me dit qu'on va y arriver, que ça va rentrer dans le sprint. » C'est pas émotionnel, c'est surtout pas mental. Si c'était mental, on l'aurait calculé, c'est beau, voici la réponse, on n'en parle plus. Ah, mais non, mais je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Je n'ai pas confiance. Hein? Le fameux niveau de confiance, il est physique. Votre intuition, votre énergie que vous mettez à l'intérieur de ça. Alors, pensez à votre transformation agile où, en général, qu'est-ce qui se passe? Bien, on va rester souvent beaucoup plus du côté mental. On va dire, je vais te donner de la formation sur comment fonctionnent certains processus et autres, sauf que je ne t'aide pas à réguler ton processus émotionnel et physique dans cette transformation-là. Votre gestion de changement devrait intégrer ça. Pourquoi? Parce que votre transformation, si elle est incomplète, bien nécessairement, vous répondez par du pas simple. Le mental essaie de prendre la place de tout le reste. On essaie de rationaliser le changement en se disant, c'est correct, les gens vont comprendre. On va leur envoyer un courriel vendredi 3 heures, puis lundi matin, ça va être beau. Ça ne fait pas des gros changements. En fait, on doit les refaire. C'est ça l'affaire. On se dit, bien voyons, je l'ai expliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'expliquer encore. Bien oui, je suis en train d'essayer de répondre par le mental de tout. Donc, on valorise cette mentalité-là au détriment des deux autres centres d'intelligence. Et encore plus aujourd'hui, vu qu'on est à distance, dans Teams, il y a juste notre tête. Fait qu'encore plus, on est juste fixé sur ça. On est tellement habitué à faire ça qu'on va se mettre à se faire des scénarios pour essayer de gérer tout le reste. Et là, quand on commence à avoir une émotion de « j'y crois pas à ta transformation agile, laisse-moi te l'expliquer », alors on pousse. Parce que c'est difficile, on n'est pas habitué. Alors, il y a une complexité dans ces deux moments-là et on se dit « je ne veux pas l'adresser. En fait, je ne sais pas comment. » Ou j'ai peur peut-être de la réaction des autres. Alors, en gros, si on prend un exemple, si on se dit, quelqu'un me dit « je ne comprends pas », mentalement, ça va. Je suis capable de comprendre ça. Je ne connais pas ça, je n'ai pas retenu l'information, je ne fais pas de lien avec ce que je connais, j'y crois pas. On va expliquer. Ça va. On est bon dans ça. En général, expliquer l'agilité, depuis 2001, là, la documentation est là. Hein? Ce n'est pas trop dur de dire comment fonctionne Scrum ou autre. Trouver de l'information digeste, c'est assez facile. Maintenant, côté émotionnel, si quelqu'un vous dit « je ne comprends pas », ça peut être « j'ai peur »,« j'en ai pas envie », « ça me stresse, ça me frustre, je suis perdu ». En général, ce n'est pas ça que les gens disent. Ils vont dire « je ne comprends pas » ou « je ne vois pas où tu t'en vas ». Ils vont trouver une manière de formuler qui va intégrer ça. Mais en général, elle vient un peu d'ici. Hein? Donc, elle vient de cette partie-là. On l'associe à notre cœur. Ce n'est pas nécessairement juste là. Hein? On le ressent un peu partout. Mais cette émotion-là, si elle n'est pas intégrée dans notre changement, on va aller perdre une partie de qu'est-ce qui est en train de vraiment se passer. Si la personne dit « je ne comprends pas », mais c'est parce qu'elle a peur, si je continue à lui expliquer non seulement, ou carrément je lui dis « on va refaire une autre fois la formation », ça ne passera pas là. Ce n'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin qu'on connecte avec elle. On a besoin qu'on comprenne. Là, je vois mes amis coachs dans la salle, là. C'est là. C'est là le moment où votre fameuse écoute active embarque.
Puis je dis les coachs, mais c'est un peu tout le monde, en fait. On n'est pas limité à ça. Donc, votre écoute vient aller dire, qu'est-ce qui te fait peur dans ça? Et ça, c'est la question. En général, quand je me dis, j'ai pas peur, c'est la réaction que j'ai. Je dis, ben, moi, je le vois. En fait, je le ressens parce que tu comprends, tu es capable de tout m'expliquer les termes parce que tu l'as retenu mentalement, mais physiquement ou émotionnellement, ça passe pas. Et là, ben, on tourne sur le physique. Le physique, ben, j'ai pas l'énergie à ça. Je peux carrément dire, je suis vidé, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. J'ai d'autres engagements. C'est contre-intuitif, ça va trop vite. Hein, la notion de « ça va trop vite » ou « je ne suis pas prêt », c'est physique. Votre physique va tout simplement dire « il n'y croit pas ». Et en passant, au niveau psychologique, même physique plutôt, on se dit souvent, hein, on valorise beaucoup notre mental, on se dit « ah, ben, si j'y réfléchis nécessairement, je vais être capable d'influencer le reste, puis ça va bien se réguler ». Jusqu'à un certain point. Ce qu'ils ont découvert, c'est que votre émotion et votre physique, ça prend une décision avant votre conscience. Donc, votre conscience, votre mental qui réfléchit, le rationnel, votre corps est déjà décidé en rentrant dans le meeting, je ne trosse pas les gens qui sont là, je suis stressé. Et ce, avant même que vous y pensez. Alors, si on le pousse encore à côté, là, vous dites, ben non, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Il n'y aura pas de problème. On arrive dans le meeting, puis finalement, je n'ai pas dit ce que je pensais. On arrive après, on se dit, ben voyons, pourquoi je n'ai pas dit? Je m'étais tout préparé, tout mon verbatim était là, je savais quoi dire, quel moment, quel faire, puis je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas mental que vous ne l'avez pas fait. C'est probablement émotionnel ou physique, parce que vous n'étiez pas présent et à l'écoute de ça. Au niveau physique, bien entendu, ce qu'on veut faire, c'est essayer. On veut essayer des choses. Justement, si on était avec Julie avant, elle disait, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là, la chose pour s'aider physiquement à passer par-dessus et à se comprendre, c'est essayer des choses. Essayer, prendre du feedback, retourner. On dirait presque quelque chose qui s'appelle comme de l'empirisme, comme on dit avec l'agilité depuis quelques vingtaines d'années. Bien, c'est ça. Et en fait, bien, le mental, là, lui, il ne raisonne pas comme ça. Lui, il se dit, si je fais un plan, en 28 étapes, on va y arriver. C'est pas mauvais, c'est incomplet. Ça prend des trois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a une certaine situation, hein, on transforme l'agilité ou on fait du travail d'équipe, ou n'importe quel changement. Là, on est dans de l'agilité, mais ça pourrait être tout simplement, je change d'emploi ou bien j'ai un autre événement de vie qui est intense. J'ai des variables, donc je suis super réactif parce que je suis habitué d'être réactif. Je rajoute du pas simple, puis je focus sur mon mental, puis je pousse mes émotions et mon physique, je les écoute pas trop, on va dire, faut passer au travers, moi être capable, mais le résultat, on n'arrive pas. C'est pas qu'on n'y arrive pas de temps, mais c'est que ça goûte pas si bon. Le cornet n'est pas aussi bon s'il était debout que versus qu'il est tombé à terre. J'ai pas la même émotion. Mon changement est un peu médiocre, un peu fade de ce qui se passe. Moi, je crois qu'on peut sûrement faire mieux. En fait, souvent, ce que j'entends, c'est on n'est pas aligné. Hein, ça, c'est le terme que j'ai le plus entendu l'année passée. On n'est pas aligné. Puis souvent, le point, c'était parce que je n'ai pas toute la même information que toi en même temps, tout le temps. OK, il faudrait toujours être dans tous les meetings en même temps. Ça rappelle peut-être certaines personnes qui disent « Ah oui, on ne peut pas faire le meeting s'il n'y a pas ces 8 autres personnes. » Eh bien, effectivement, en fait, pas aligné, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toute la même information. Ça veut dire que ces 3 morceaux-là ne sont pas alignés. Ça veut dire que je n'ai pas inclus l'explication, je n'ai pas pris le temps de connecter et d'essayer, ou j'ai fait juste une partie de ça. Ce n'est pas mieux non plus si je dis « Ah, je suis juste connecté sur mon physique et je laisse aller mon mental. » Non, il y a une valeur à ça. Là. C'est juste qu'on l'a ultra développé, ce côté mental-là. On l'a tellement valorisé. Nos certifications, en général, valorisent cette mentalité-là, et donc on devient moins bon. En alignant un peu ces 3 morceaux-là, donc, comme je l'ai dit tantôt, qu'on vient expliquer, connecter et essayer des choses, eh bien, à ce moment-là, notre discours est aligné, notre message, notre changement. Tout bonnement, j'ai une réponse qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus acceptable face au changement de ce que je veux faire. Donc, je ne réponds pas par plus de pas simples. Je réponds par une entité complète. Alors, je suis bien plus capable de gérer une complexité si je suis
si j'ai 3 outils versus de juste un. Et derrière tout ça, on n'a pas besoin d'être des humains fracturés. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous n'êtes pas obligé de juste rester dans votre mental. Et c'est extrêmement important. L'image, c'est la notion du kintsugi. Pour ceux qui connaissent, c'est une approche japonaise. Quand les bols ou les trucs sont cassés, ils les recollent puis ils remettent de la poudre d'or à l'intérieur pour en redonner une nouvelle vie, pour en fait valoriser les cicatrices et l'apprentissage de ce qui est là. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi, là, peut-être que vous réfléchissez mentalement, vous dites, là, il faut que j'écoute mon émotion, il faut que j'écoute mon corps, puis là, demain matin, on se calme, on respire un peu de faire ça. Donc, on est capable d'aller s'intégrer ensemble par différentes pratiques. Donc, en étant plus alignés, on se simplifie. Première chose, on a tous la capacité de faire ça. On n'a pas tous au même niveau, on a tous des apprentissages qui sont différents. On a tous mis notre attention sur quelque chose de différent au fil des années, mais on a tous la capacité d'y arriver. Ça, c'est la première chose. Donc, si par exemple, je dis « Il pleut, ma journée est gâchée. Oh, » ça y est, 8h30, on est fini. J'avais une journée d'expédition ou de hiking et tout est parti. Je ne suis pas obligé d'avoir ça. Je pourrais dire, il pleut, j'organise ma journée en conséquence. J'essaie de voir le côté positif. Je rationalise, pousse un peu. Ou je peux tout simplement dire, il pleut. Et je ne complexifie pas la patente. J'accepte qu'il pleut. OK, c'est beau. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, je l'accueille beaucoup plus que d'essayer de résister face à ça. Donc, en gros, une des choses qui est le plus importante pour nous amener vers une complexité, puis là, je vois mon temps, puis j'ai l'impression que je ne couvrirai pas dans l'entièreté. Rendu où dans mon temps, cher ami? Écoute, parle trop vite. Je vais me réguler. Donc, vision systémique, qu'est-ce que ça veut dire? Vision systémique qui va vous aider à simplifier des choses, c'est d'inclure les perspectives. Qu'est-ce que ça veut dire d'inclure les perspectives? C'est premièrement vous-même. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez l'autre en face de moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement? Et la magie, c'est en même temps. Si vous focussez juste sur un des trois, vous oubliez qu'est-ce qui se passe tout autour de vous. Cette capacité de vision systémique va vous aider à dire dans votre meeting, je me sens comment, l'autre il se sent comment, puis il est en train de se passer quoi. Si je suis alerte à ça et que j'utilise mes 3 centres d'intelligence, je vais avoir une meilleure perspective de ce qui est en train de se passer, donc une meilleure réponse ou une meilleure décision. Et bien entendu, un des concepts qui est extrêmement fort, c'est la complexité, ce n'est pas linéaire. Donc, le fameux plan en 84 étapes sur un Gantt de 2 ans, j'en ai vu aucun qui c'était vraiment ça qui s'est passé. Il y a toujours de l'adaptation, il y a toujours des boucles, puis des lignes, puis etc. C'est pas linéaire. Notre mental aime ça, le linéaire, parce que pour lui, c'est simple comme ça. Mais notre émotion, notre physique, il ne vit pas comme ça. Il faut regarder dans son ensemble ce qui est en train de se passer. Et pas nécessairement nos fameuses boucles en agilité, là, on les voit, les ronds et tout. Ça se passe comme ça. C'est quelque chose qui est cyclique. Et bien entendu, cet empirisme, cette capacité d'apprentissage, de dire je pose une hypothèse, j'essaie quelque chose et je vois qu'est-ce que j'apprends de ça pour planifier la prochaine action, bien, cet empirisme-là, on doit l'avoir à tous les niveaux. Pas juste dans notre équipe ou dans notre équipe de gouvernance, puis ça arrête ça là. Il faut que ça touche dans l'ensemble. C'est un principe de base. Après ça, c'est nonobstant le modèle que vous utilisez. Cette vision systémique, si on travaille là-dessus, on a une meilleure perspective de ce qui est en train de se passer. Bien entendu, mon Dieu, c'est bon, les lapsus, bien entendu. Communication, on veut réduire la distance entre les gens. Qu'est-ce que j'entends pour ça? C'est la notion de dire, par exemple, votre équipe de développement versus son client. En général, la distance, elle est extrêmement grande. À moins que vous travaillez peut-être dans une PME, j'en ai vu des gens qui sont très, très proches, c'est super intéressant. Mais en grande entreprise, cette distance-là, elle est très, très grande. Et pourquoi réduire cette distance-là? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, l'exercice là, du fameux
téléphone et on passe le message et le prochain redit à l'autre, puis on arrive au bout, puis c'est pas le même message. Puis on a pris une phrase qui était apparemment super simple. Bien, imaginez en entreprise avec nos silos, puis on se parle par document, et as-tu lu telle documentation dans Confluence ou telle chose? C'est sûr que le message au bout n'est pas le même. Alors, de réduire cette distance-là, en agilité, on a toujours dit qu'il faut que les gens se parlent face à face pour mieux se comprendre. Oui, et d'aller réduire ça. Plus vous allez être proche, meilleur vous allez avoir un résultat, moins vous allez avoir de pas simple à l'intérieur de ça. Faites de la place dans votre agenda. Quand je vois les agendas en général des gens, peu importe, là, que ce soit gestionnaire, pas gestionnaire ou autre, quand j'essaie de voir, tout ce que je vois, c'est bouqué, mur à mur. Puis en général, c'est aujourd'hui, avec la COVID, là, depuis ce temps-là, là, tous les meetings sont à une demi-heure intercalés, puis si tu es capable d'enclencher 15 dans ta journée, tu es bon. Ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas de place à réfléchir, vous n'avez pas de place à agir, vous n'avez pas de place à avoir les communications quand c'est le temps de les avoir. Ça s'appelle dire non. Oui, mais Dave, il faut que tu comprennes que non. Si vous ne faites pas de place dans votre agenda, vous n'aurez jamais la capacité. Et ça veut dire probablement que vous êtes entre vous et la personne que vous avez passée, il y a de la distance, il y a des gens qui s'insèrent entre vous et la personne que vous devriez parler. Peut-être qu'on devrait apprendre à déléguer un peu plus et se revoir après, dire, si vous prenez une décision, informez-moi, on verra après si on a besoin d'ajuster. Derrière ça, c'est de la confiance des gens. Et là, souvent, quand on ne fait pas de place dans notre agenda, c'est pas parce que mentalement, on n'y croit pas. On se dit, ben oui, mais mentalement, l'exercice, ça fonctionne. Regarde, c'est entré tout dans mon agenda, dans Outlook, tout est beau. Physiquement, émotionnellement, on est comme, je suis capable. On arrive en bout de la journée et je suis vidé. Et c'est lundi. Et là, on se dit, comment je vais faire le reste de la semaine? Ce n'est pas une approche mentale. C'est pas ça. Mentalement, on y arrive, l'exercice fonctionne. Mais physiquement ou même émotionnellement, on se dit, ce n'est pas viable. Et si j'étais à l'écoute, je trouverais probablement des endroits où je pourrais dire non, dire ça, mentalement, j'aimerais être là, mais clairement, je fais confiance à la personne, c'est beau. J'y poserai des questions après. Ah, j'ai trouvé un endroit où il faut dire non. J'ai été capable d'aller chercher de l'information de ces différents centres d'intelligence. Collaborer, bien entendu, je ne vais jamais être contre ça. Hein? L'agilité est un fort moteur de la collaboration, mais surtout, s'il y aurait une chose que j'aurais à vous dire aujourd'hui, c'est faire vivre l'expérience complète à tout le monde. Un changement, peu importe lequel, si la personne concernée n'est pas participante directement, vous avez échoué. Vous allez trouver nécessairement la personne qui s'organise et qui fait le fameux comité de changement et qui fait tout. Eux autres, ils ont fait le changement. Ils ont compris toutes les étapes. Puis on arrive à la personne, voici le document, voici la présentation. Tu es donc changé. Non. Mentalement, oui. Mentalement, je peux comprendre le changement. Le reste, ça ne l'a pas processé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le chemin, je n'ai pas vécu la transformation, je n'ai pas vécu le changement. On doit intégrer les trois, pas juste un des trois. Et faites pas ça au nom de « mais ça coûterait bien moins cher faire un comité ». Regarde le truc dans ton ensemble, ta vision systémique. Combien de fois que tu as dû répéter ton message, que tu as dû recommencer et que ça a pris combien de mois à ce que la personne finalement comprenne les nouvelles procédures pour te dire à la fin, finalement, je l'ai fait comme je pensais. Fait que finalement, non. Si on avait pris le temps, on se dit on devrait prendre le temps, bien prenons le temps d'intégrer ça et de faire vivre ça. En fait, ça va même plus loin. La personne ou les gens qui sont concernés par le changement en devraient être responsables. Parce qu'au final, c'est votre transformation. Moi, en tant que coach agile, j'accompagne. Ce n'est pas ma transformation. Je n'ai pas fait de transformation. J'ai accompagné ou guidé des gens dans ça parce que soit qu'ils avaient peur, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils ne savaient pas comment faire. Tous les beaux mots que j'ai dit tantôt, j'ai expliqué, j'ai connecté, puis je les ai amenés à essayer des choses. Ce n'est pas ma transformation. J'ai créé une expérience pour qu'ils puissent changer. Et c'est là la différence. Et si j'inclus tous les morceaux, bien nécessairement, quand j'ai fini et que je m'en vais, bien le changement, il reste. Si vous voyez que la journée que votre coach ou la personne qui lead s'en va puis que ça revient comme c'était avant, c'est un bel indicateur qu'il n'y en a pas eu de changement.
Et c'est l'hypothèse que je vous pose, c'est que probablement qu'on était juste dans notre mental. Adaptabilité et résilience, je vais vous demander d'être plus égoïste, s'il vous plaît. Dans le bon sens du terme. Être égoïste, c'est pas juste dire « je pense à moi puis je pense pas aux autres ». C'est aussi « je regarde à chaque côté de la rue avant de traverser ». Ça va ça, le côté positif d'être égoïste. C'est l'art de prendre soin de soi. L'art de reconnaître que je suis une personne et que si je ne prends pas soin de moi, bien nécessairement, je vais avoir de l'impact dans mon équipe ou dans mon organisation. Donc, je dois apprendre à me développer. Encore là, pas juste mental. On est super bon. Côté mental, si j'ai besoin d'une formation pour comprendre une nouvelle façon de faire, ou encore mieux, demander à un IA de le faire. Aujourd'hui, le côté mental d'apprendre une technologie ou d'apprendre une méthode, c'est beaucoup plus facile de trouver de l'information ou carrément de dire « Peux-tu m'expliquer telle chose? » L'IA, il va vous trouver plein de choses. Mais peux-tu m'expliquer pourquoi j'ai peur et pourquoi mon corps réagit d'une manière qui ne veut pas résister à ça? Oui, la réponse risque d'être un peu bizarre. On a peut-être encore besoin de cette connexion humaine. En tout cas, j'y souhaite personnellement d'avoir besoin de cette connexion-là pour apprendre à se développer ensemble. Et derrière ça devient un peu la notion de feedback. Je dirais feedback fréquent. J'en parlais encore l'année passée dans ma conférence. J'en parle encore. Ce feedback-là se doit d'être fréquent, rapide et surtout le plus authentique possible. Si on ne joue pas dans ces eaux-là, on va tout simplement se faire une croyance que tout est beau, puis qu'on a finalement, tout le monde a compris, c'est beau, on continue. Ils sont encore à l'étape 1. Moi, je suis à l'étape 10. Et si on n'est pas capable de voir cette différence-là, eh bien là, on en rajoute du pas simple à l'intérieur de ça. Donc, ce feedback-là devient extrêmement important. Et donc, derrière ça, c'est de challenger le statu quo. Parce qu'en général, accepter qu'on a peur ou qu'on ne veut pas changer, notre premier réflexe, c'est qu'on veut rester là. Ou peut-être qu'on va essayer de fuir. Peut-être qu'on va essayer de se battre pour essayer de combattre les choses. Mais en général, on n'est pas à l'aise. On est tellement habitué de raisonner et se dire, c'est quoi ton plan? Mais le plan, ce n'est pas juste de faire un plan. Le plan, c'est de s'intégrer et de dire, on va prendre le temps de s'en parler. Puis il va falloir qu'on fasse du feedback puis qu'on accepte que peut-être qu'une personne va faire un pas de reculon pour pouvoir avancer après. Hein? Ce n'est pas linéaire. Ça va peut-être aller un peu de côté, ça va faire des ronds, ça va faire toutes les sortes qu'on a besoin pour arriver là où on va. Et peut-être qu'on n'arrivera pas là où on pensait arriver. Peut-être qu'en chemin, on va avoir découvert, finalement, un petit peu plus vers la gauche, notre objectif. Excellent. C'est ça qu'on veut. Et la première chose qui peut paraître, non productive, ça va être de ralentir. Notre mental vire extrêmement vite. Notre cerveau, là, puis le mien compris, là, ça va vite là-dedans. Il en fait des liens, il en comprend, puis il se dit « Oh, j'ai le secret de l'univers, c'est beau, j'ai compris toute l'agilité et quoi faire. » Puis là, quand j'arrive pour le faire, là, il n'y a rien qui se passe, parce que ça ne passe pas. Je dois ralentir pour être capable d'intégrer. Donc, derrière ça, vous ralentir, cesser le culte de l'urgence. Donc, la première urgence qu'on se dit, ben là, Dave, il faut que tu le fasses, tu n'as pas le choix. Puis là, ça l'embarque. Puis là, je rembarque. Puis là, Dave, il y a d'autres choses qui embarquent. J'y arriverai pas. Puis en fait, aussitôt qu'on pousse ça aux autres, puis on dit, j'espère que tu as finalement fait ça, bien, finalement, j'en ai trop dans ma plate. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai fait des choix. Puis il y a des choses que j'ai faites, puis des choses que j'ai pas faites. Pourquoi? J'avais juste pas le choix. À un moment donné, j'ai une capacité limitée, puis j'ai pas été capable d'y arriver. Donc, plutôt que s'en parler, puis de dire ensemble qu'est-ce qu'on allait dire oui, puis qu'est-ce qu'on allait dire non, on pousse. Mais de se ralentir et de dire tout n'est pas urgent. Et bien entendu, penser, c'est travailler. C'est dur, ça. Pourtant, on se dit, on valorise le mental. Toutefois, quand c'est le temps de s'asseoir et penser, ah ben non, tu n'es pas en meeting, tu n'es pas en train de coder, clairement, tu n'es pas en train de travailler. Je l'entends encore vraiment beaucoup. Et pourtant, cette action de penser et de ralentir, c'est ce qui me permet effectivement de, être à l'écoute et de dire quelle serait vraiment ma prochaine action qui serait la meilleure. Je dois faire cette action-là.
Fait que si votre agenda est plein, là, il n'y a pas de place à penser. Imaginez pas à 6 heures le soir, quand le meeting est fini, ou en fin de semaine, là, ça ne compte pas. Là. À un moment donné, le cerveau, il vient complètement loadé. Et donc, derrière ça, pour vous aider à ralentir, c'est de réduire l'hyperconnexion. Donc, c'est pas si pire, je ne veux pas trop de portable ouvert. Je dois soit être intéressant ou vous faites attention pour pas que ça paraisse. Mais le fameux cellulaire qui est tout le temps connecté, puis qu'on a le bip à chaque fois que quelqu'un écrit dans Teams à dimanche à 8 h le soir. Un, pourquoi quelqu'un écrit là? Deux, pourquoi je l'ai lu puis que je réponds tout de suite? Puis les réponses qu'on me dit souvent, c'est je veux prendre de l'avance pour lundi matin. Je fais OK, donc il y a un cycle qui ne va pas aller en s'améliorant là, derrière ça. Donc cette connexion-là est là. Prenons un petit moment. Mettez-vous, vous êtes pas mal tout assis, assisez-vous sur le bout de votre chaise. Vous êtes dedans, là? C'est le moment où je vous réveille là, puis que je vous dérange. Donc, sur votre bout de votre chaise, imaginez, vous pouvez mettre votre main sur votre tête, imaginez là, que vous êtes un pantin, là, puis que vous tirez, là, puis ça vient vous tirer toute la colonne, ça vient vous grandir. Donc là, on vient d'aligner un peu la colonne. Inspirez. Expirez. Puis rappelez-vous pourquoi vous êtes à l'agilité aujourd'hui. Ça, vous venez de vous recentrer en 5 secondes. Faites ça dans votre meeting, s'il vous plaît. Pourquoi je suis dans ce meeting-là? Et en faisant ce ralentissement-là, la respiration est la meilleure façon de régulariser votre corps pour être capable de s'aligner. 2, ça vous a donné un moment de dire « Pourquoi je suis ici? Je ne sais pas pourquoi. » C'est la prochaine question à répondre si vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans ce meeting-là. Et de simplement de vous asseoir sur le bout de votre chaise, bien, ça vous engage, ça vous fait un petit peu bouger, ça vous engage sur la prochaine façon. Donc, ce 5 secondes-là, que j'ai expliqué en plus long, il n'y a rien qui vous empêche de le faire 6 fois dans votre meeting si ça vous tente, pour vous rappeler le pourquoi. Donc, derrière ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est moins de théorie et plus de pratique. Donc, au niveau mental, par exemple, je ne veux pas justifier à coup de référence. Mais Dave, dans le guide d'un tel, ça dit que fais-les. Essaye pas de faire une joute mentale avec moi. On vient de le savoir, là, que si on a une joute mentale, on n'y arrivera pas. Applique-le. On va l'essayer. On va le voir. Au niveau émotionnel, hein, j'ai peur, je ne sais pas. Accueille au lieu de résister. Je ne te dis pas d'accepter inconditionnellement. Accueille l'idée, la perspective, que ça pourrait être intéressant, je vais écouter, puis je vais m'écouter, et je vais pouvoir à ce moment-là dire, bien, je sens, finalement, non, je ne le sens pas pantoute parce que, versus d'aller tout de suite, j'y crois pas, convainc-moi. Alors, reviens-moi qu'un plan. Et bien entendu, physiquement, bien, je fais ce que je dis. La pire chose, c'est de dire, on fait bla, 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 puis finalement, on sort du meeting, puis, ben, finalement, non. Ah, mais Dave, il faut que tu comprennes que, des fois que, puis là, ben, on ne fait pas. Fais ce que je dis. C'est simple. On dit que ça prend du courage. Je l'ai entendu un peu aujourd'hui. Courage, courage. Honnêtement, oui et non, en fait. Pas si l'environnement est sécuritaire. Quelle est la différence, en fait, entre le courage et la sécurité? Le courage, avoir du courage de faire quelque chose, c'est d'oser prendre action en prenant le risque qu'il peut y avoir une blessure. Je peux me planter solide. Hein? Si je prends le risque, j'ai le courage de challenger mon gestionnaire, bien, si j'ai le risque de me faire taper ses doigts ou de perdre mon mandat ou peu importe, ça va m'en prendre beaucoup pour aller vers ça. Donc, souvent, ça va être difficile. On va être super content quand on voit quelqu'un. Ah, enfin, il y a quelqu'un qui a parlé, tout le monde y pensait. Oui, il y a une personne qui a osé. Pourquoi? Parce qu'il a été capable, oui, elle était capable d'aller chercher le courage, probablement physique, de dire, là, je mets mon pied à terre, puis je me tiens debout. Je fais ce que je dis. Si votre environnement est sécuritaire, les gens n'auront pas besoin de courage. Ils vont avoir de l'audace, de la créativité. Ils vont oser. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas nécessairement de conséquences de blessures intenses. Ils ne se feront pas taper ses doigts si leur idée n'est pas la meilleure. On dit qu'on veut de l'innovation, de la créativité, on veut de l'empirisme et du feedback et autres, mais si cet environnement-là n'est pas sécuritaire, vous n'aurez rien de ça. Qu'est-ce qui se passe? On retourne dans le mental. Pourquoi? Votre corps, il a décidé, c'est dangereux ici, je ne veux pas être là.
Il va prendre toutes les dispositions possibles pour vous court-circuiter. Et ça, probablement à votre insu. Puis souvent, vous allez voir, des fois, les postures vont changer, votre émotion va se refermer, je vais dire quelque chose qui est différent de ce que je crois, et tout bonnement, blablabla, bla, 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 ah, le meeting est fini. Oh, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est ça, j'avais eu besoin de courage, je n'ai pas osé. Pourquoi? Parce que mon environnement n'était pas sécuritaire. Tout ça, derrière ça, c'est cet alignement de nos 3 centres nous amène à se re-questionner, à oser réintégrer cette notion-là. Notre travail, si je dis en tant que coach agile, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Ce n'est pas de vous expliquer la prochaine méthode qui est le prochain buzzword sur le marché. C'est de vous dire, en fonction de où tu veux aller, qu'est-ce que tu as besoin d'intégrer? Quelle est l'émotion que tu as besoin de gérer? Même si je prends ce langage-là, comment tu as besoin de réguler ça? Il vient de où ton courage? Il vient de où ta croyance? Elle vient de où ta motivation? Où est-ce qu'elle bloque? Quelle croyance te bloque? Je parle de croyance ici, puis j'ai ma collègue Rislan, et j'ai oublié son petit nom, de sa collègue, qui va parler de croyances limitantes demain. Je pense que c'est déjà plein, mais je vous dis, allez y parler d'avance, de comment ces croyances-là qu'on pense que, de notre expérience, si je dis croyances limitantes, c'est si je ne fais pas quelque chose qui a d'utile, je n'ai pas de valeur. Ça ne veut pas dire que tout ce que je fais n'a pas de valeur, mais j'arrive avec la notion de toute cette pensée, cette croyance que dans le passé, on m'a valorisé, de dire « Hey, il faut que tu fasses la performance à 100%, ton temps doit être 100% chargé à ton client, tout doit être prêt du bon main coup. Fais des erreurs, mais fais-en pas trop. » Et là, on me dit, et là, quand j'arrive et que je me trompe, « Ah, mon Dieu, j'ai pas de valeur. Ah, je vais prendre 5 minutes pour penser, clairement, j'ai pas de valeur. » Et là, cette croyance-là me dit que je ne devrais pas le faire. Mais c'est ça. Et ça me demande du courage de passer à travers ça. Mais savez-vous quoi? On a tous la capacité de les challenger et de les travailler. Donc, intégrer pour simplifier. Pourquoi? Parce que c'est la capacité de mieux intégrer nos centres d'intelligence et donc d'adresser cette complexité-là pour arriver à être moins submergé par ce qui se passe. Donc, on va expliquer les choses. Oui, il faut continuer de le faire. On a encore besoin, même si on est excellent. Parfait, check, celui-là, on est bon, on a tout ce qu'il faut. Connecté, il y a toujours quelqu'un d'empathique. Hein? Ça peut être la secrétaire, ça peut être le collègue qui vous écoute tous les matins ou avec qui vous voulez juste aller à la machine à café pour aller jaser. Pourquoi? Parce que c'est facile de connecter avec ces personnes-là. Développer cette capacité-là entre vous. Et d'essayer les choses, bien nécessairement, parfois les choses nous font peur, on n'est pas certain où est-ce qu'on veut aller. Bien, la première chose pour mitiger un peu ce risque-là, puis oser risquer de ne pas avoir besoin de tant de courage, mais d'en avoir un petit peu, bien, c'est d'essayer des choses, de se dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on ressort de ça. Donc, notre travail s'en va beaucoup plus, selon moi, vers là. Et sur ce, bien, créons des liens ensemble. Merci. Réactions, commentaires, rumeurs. Super. Je suis là encore aujourd'hui ou demain. N'hésitez pas à venir en parler. Sur ce, bonne journée. Dave Jacques. Merci. Beau travail, Dave. Je vous laisse encore quelques instants pour une pause. On se reparle à 15h30 pour notre dernière conférence de la journée. À tout de suite.